Bienvenue, nous sommes aujourd'hui accueillis par le Mobilier National et le Campus des métiers d'art et de design pour le Forum de la mode, organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Pour cette 5e édition, il a souhaité faire un focus sur les nouveaux métiers de la mode. Alors justement, la mode, c'est aussi l'alliance de la création et de la 3D désormais. Je ne sais pas si vous avez vu en juin dernier ce défilé virtuel de Balenciaga baptisé Clone. Un seul et même mannequin réalise tous les passages devant un public tout de noir vêtu. Tout semble réel et en fait, tout a été recréé entièrement virtuellement et digitalement. Alors ces essayages en ligne, les showrooms virtuels, les mannequins et les défilés digitaux, l'expérience shopping dans le métaverse, voilà ce qui existe aujourd'hui. Et la pandémie a accéléré la digitalisation de la mode et le recours à la simulation 3D pour créer des environnements immersifs et toujours plus réalistes. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Anne Kaminski, bonjour. Bonjour. Vous êtes Global Client Partner Luxury chez Meta. Meta, évidemment, c'est le nouveau nom du groupe Facebook. On va y revenir dans un instant. À côté de vous, nous avons Anthony Autier. Bonjour. Architecte virtuel, même également. En fait, vous avez 2 casquettes aujourd'hui parce qu'il faut savoir faire les deux et vous dirigez l'agence Ziva Studio. Mado Scott est avec vous. Bonjour. Bonjour. CEO et cofondatrice de Acid, un studio de design virtuel. Et vous travaillez avec notamment Anthony et Jean qui est avec nous aussi. Jean Joliat-Quesnel, bonjour. Bonjour. Designer, digital fashion designer, même on pourrait préciser également. Vous êtes designer de vêtements en 3D, on y reviendra aussi. Anne Kaminski, Meta, c'est donc le nouveau nom du groupe Facebook, c'est donc Facebook, Insta ou encore WhatsApp. Mais alors justement, on sait que vous vous intéressez, que vous tournez tout votre avenir vers le fameux métavers, on va le dire en bon français. C'est quoi le métavers? Je sais qu'on en parle beaucoup, mais pour vous, qu'est-ce que c'est et que peut-on y faire? Alors c'est vrai que métavers, et donc c'est vraiment le futur de l'Internet. Donc pour nous, pour Meta, on a changé de nom en octobre, c'est vraiment le nouveau chapitre de l'Internet, donc qui va consister, on va en parler, mais en des nouvelles expériences extrêmement immersives qui sont créées grâce à des espaces sociaux qui sont créés en 3D. Et que peut-on y faire alors? On peut tout faire dans le métavers. Le métavers, c'est vraiment une vision à 5 à 10 ans. Donc on va dire, dans 5 à 10 ans, on pourra tout y faire. Un exemple concret, c'est retrouver, se téléporter et aller retrouver une amie pour prendre un café, quelqu'un qui habite dans un autre continent. Voilà, donc rencontrer, le but, c'est de créer des expériences sociales pour être plus ensemble, de façon différente, mais surtout beaucoup plus riche, beaucoup plus immersive que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes, parce que vous parliez d'échéances 5 à 10 ans, même si on va voir avec les uns et les autres qu'il y a déjà des choses très avancées, des immersions très avancées. La première étape pour vous, c'est la réalité augmentée. Ça, on y est déjà. Exactement. Donc la réalité augmentée, ça va être ce qu'on peut trouver par exemple sur les filtres sur Instagram. Donc la réalité augmentée, on part d'une réalité qu'on va aller augmenter, donc enrichir, soit si on prend les marques de mode pour chaque fashion show qui vont créer un univers. Donc vous prenez un selfie de vous et puis tout d'un coup derrière se passe quelque chose. Pour Dior, ça peut être un environnement de fleurs qui va apparaître. Voilà, donc ça c'est des choses qui existent sur tous les réseaux sociaux et puis et qui permettent d'amplifier le quotidien et que les marques de mode utilisent extrêmement. Et la deuxième étape, si on va un step au-dessus, c'est la réalité virtuelle. Exactement. Donc la réalité virtuelle, là, il va falloir un autre outil que son téléphone, donc en l'occurrence plutôt un casque. Un exemple de casque chez Meta, on a également Oculus, donc qui va vous permettre d'avoir des casques en réalité virtuelle. Donc là, on est dans un monde qui est une nouvelle réalité, qui est un nouveau monde créé entièrement en 3D. Voilà, qui est un tout nouvel univers, ce qu'on peut utiliser par exemple pour le moment dans les jeux vidéo, ce qui est très utilisé, et puis à terme qui va être beaucoup plus grand public, utilisé pour beaucoup d'autres use cases que les jeux vidéo. Mais à mesure aussi peut-être que la technologie, en tout cas que l'équipement s'allégera, et vous avez déjà travaillé dessus. Exactement. Donc pour l'instant, les casques sont déjà extrêmement allégés. Après, les nouvelles étapes, ça va être aussi des lunettes
où là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger qu'on va pouvoir mettre au quotidien. On a déjà sorti chez Meta les Ray-Ban Stories, qui sont la première génération de lunettes, mais ça va être de nombreuses itérations, année après année, pour justement créer quelque chose qui allie le côté extrêmement léger qu'on puisse poser au quotidien et aussi qui permettent de créer ces expériences qui sont très riches en technologie. Mais dans votre idée, qu'est-ce qu'on pourra y faire dans ce métavers ? Ou dans ces métavers, parce qu'il y en a plusieurs finalement. Il y aura beaucoup de choses différentes pour les marques. Si on parle plus de ce que ça peut engendrer en fait comme expérience pour les types de marques, ça peut être par exemple sur tout ce qui est design et fashion, on pourra aller dans un monde complètement nouveau, tester des choses. Alors ça, on peut déjà le faire, hein. On a des filtres justement qu'on appelle les filtres try-on, où vous pouvez essayer des nouvelles lunettes, un nouveau maquillage avant d'acheter un produit. Donc ça, c'est des choses qui se développent et qui sont les expériences interactives qui fonctionnent le mieux sur nos plateformes à l'heure actuelle. On peut aussi essayer un nouveau canapé, un nouveau design si on change d'aménagement. Donc voilà, tout ça, ça va être le type d'expérimentation qu'on peut faire. Et ça, qui sont déjà accessibles. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes du métaverse. Et puis, vous le disiez, finalement, vous êtes un outil au service de la création. Vous n'êtes pas là encore chez Meta pour créer. Exactement. Chez Meta, nous, on est vraiment une plateforme. Donc, on va créer toute l'infrastructure qui va permettre justement à tous les créateurs de contenu de créer ce contenu qu'on va avoir sur nos plateformes. C'est le cas sur Instagram. On a tous les créateurs de contenu, que ce soit les marques, les influenceurs, etc., les designers qui créent le contenu. Et nous, on fournit cette vitrine et toute cette infrastructure pour tous les créateurs. Alors justement, on a des créateurs avec nous à différents niveaux, des créateurs du virtuel. Mad Oscott, je le disais, CEO et cofondatrice d'Acid, c'est un studio de design virtuel spécialisé dans la modélisation 3D, mais aussi la réalité augmentée et la photogrammétrie. Oui, enfin ça c'est un des services qu'on provide, mais nous on est donc les créateurs qui vont sûrement utiliser beaucoup d'outils que propose Meta, mais nous on vient penser à des stratégies marketing qui peuvent s'implémenter dans des environnements virtuels ou alors des contenus immersifs pour des marques. On a une approche assez tailor-made, on se dit qu'on aimerait bien pouvoir accompagner ces marques dans cette virtualisation, dans cette nouvelle phase de l'Internet. Et du coup, on essaie de vraiment réfléchir à la construction, à l'identité de cette marque, quels sont ses besoins, quelle est sa vision sur le long terme, quel est sa propre ADN, et comment retranscrire ça dans un espace virtuel à travers des campagnes, à travers des showrooms virtuels, à travers des outils d'AR, de filtres, d'expériences. Et on a un panel de services différents et d'outils à disposition qu'on vient vraiment truquer, mettre à la sauce de chaque marque. On ne leur propose pas l'entité de tous les services. Le but, c'est pas de sortir des filtres et sortir un virtual showroom. Il faut que ça corresponde à la demande et à l'identité de chacune. Et c'est pour ça que c'est du sur-mesure à chaque fois. C'est du sur-mesure. Et pour ça, je pense que c'est important. On a découvert ces nouvelles technologies. On se rend compte qu'il y a toute une nouvelle plateforme dans laquelle les marques peuvent venir s'exprimer. Dans lequel il y a des nouveaux métiers aussi pour des créateurs, pour des freelanceurs, pour pouvoir travailler. Et tout ça doit être gestionné sous une direction artistique quand même hyper pointue. Nous, et ça, c'est votre boulot. Vous êtes productrice et directrice artistique. Ouais, et on reviendra sur les profils. Et finalement, vous travaillez, vous êtes le cœur avec un satellite de savoir-faire qui travaille avec vous pour l'émission des uns et des autres. Et finalement, si on comprend bien, vous disiez que vous recréez une identité virtuelle, ou en tout cas pratiquement un univers pour chaque marque virtuelle. Donc vous aussi, vous créez des métaverses en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Parce qu'un métavers, c'est un espace dans lequel on peut communiquer, on peut acheter, on peut échanger, on peut se promener, on peut visualiser, essayer. Donc ces plateformes-là, oui, sont des métaverses. On a une partie du studio qui s'occupe de vraiment réfléchir à la construction donc de cet espace, quels sont ses besoins, quels sont les services qu'on veut mettre, et une vraie partie qui est la direction artistique, donc comment est-ce que cet espace va être construit, comment est-ce qu'un user va se promener, et tout ça, on essaie de vraiment coller ça parfaitement ensemble pour que ce ne soit pas obsolète dans 6 mois, dans 3 ans. Et il faut se souvenir qu'en fait, l'espace virtuel, c'est comme un espace
non existant, donc qui peut être modifié, modulable sur le long terme, et ça c'est aussi quelque chose à... Mais en même temps, comment ça peut ne pas être obsolète dans 6 mois, dans 3 ans? Ce que vous avez fait il y a 6 mois, c'est presque déjà obsolète. Les choses vont tellement vite. Oui, il faut penser à des espaces, les espaces comme des espaces organiques, un peu c'est contre, c'est paradoxal de dire ça, mais des espaces comme ça, c'est des espaces qui sont vivants, parce que c'est des espaces même quand tu dors, ou même si il y a une panne d'internet, l'espace il est quand même là, il peut être revisité, et il faut vraiment penser comme ça quand on crée ce genre d'espace, qu'à n'importe quel moment, il y a des personnes qui peuvent se connecter, qui peuvent rentrer dedans, l'explorer. Et c'est important de le garder vivant, en fait. Mais ça, c'est aussi des objectifs de... C'est ça. Et puis, il y a des évolutions aussi technologiques, j'imagine, avec vos outils qui évoluent en permanence. Racontez-nous, et comme ça, on va parler ensuite avec Anthony, la collaboration pour Pull&Bear. Oui, alors ça, c'est un projet encore qui n'est pas sorti. Non, alors du coup, le peu que vous puissiez nous dire, pardon. Ouais. Le projet Pull&Bear, ça a été un de nos premiers gros projets où une marque de grande échelle, quand même, nous demande de créer une campagne. En fait, pour le coup, ça, c'est vraiment une campagne visuelle dans laquelle on peut venir recréer leurs univers, des habits digitaux. Et pour le coup, c'est vraiment un projet qui a été hyper important en termes de teamwork et de trouver vraiment des talents hyper importants, parce qu'on a digitalisé une collection, on a recréé un monde virtuel qu'on a après mis sur Unreal Engine, qui sont des espaces qu'on utilise pour créer des jeux vidéo, donc dans lesquels tu peux venir te promener. On a créé des avatars, on a créé des meta-humans, on a aussi filmé des vraies personnes qu'on a implémentées dans le monde virtuel. Et tout ça pour créer une campagne vidéo qui peut être aussi une campagne immersive, donc dans laquelle le client peut venir se promener. Et on a décliné dans une campagne print aussi, parce qu'on on a encore des billboards aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit effectivement le nombre de savoir-faire et de compétences dont il faut vous entourer lorsque vous partez sur un projet comme celui-là. Je pense qu'il y a vraiment c'est un peu comme des chefs d'orchestre, et dans lequel tu sais quels instruments vont avec quelle mélodie va avec quel instrument, qui les joue, à quel moment. Et tout ça, c'est un peu comme une belle recette que tu ne peux pas répéter à chaque fois. Alors, Anthony, Ziva Studio, vous aussi, vous créez des univers. Alors, vous, ce qui est marrant, c'est que vous avez commencé en tant qu'architecte, ce que vous m'avez expliqué. Dans le réel, parfois, vous aviez un petit peu du mal à vous vendre parce qu'il faut des références. Exactement. Vous avez dit, puisque c'est ça, je vais me faire des références virtuelles. Ouais, c'est comme ça que vous êtes arrivé au virtuel. C'est exactement ça. En fait, je rêvais de monter mon agence, ce que j'ai fait par la suite. Mais au tout début, en fait, pour avoir mes premiers projets, j'allais voir un client, il me demandait des références, sauf que pour avoir mes premières références, il fallait bien que j'ai ce premier projet. Et je me retrouvais un peu dans un système du serpent qui se mord la queue. En fait, c'était quasi impossible finalement d'obtenir ce premier projet qui allait me faire démarrer ma carrière. Et du coup, je me suis dit que j'allais approfondir ma première expérience que j'avais dans la 3D pour pouvoir créer en fait mes propres références, me mettre à la place d'un client, me donner des contraintes réelles comme si j'étais réellement à la place du client, et sortir un projet global de plusieurs visuels en 3D comme s'il avait été réellement réalisé. Et ensuite, je l'ai proposé à certains magazines pour avoir un peu de communication et de visibilité sur ma production. Et puis ça a marché un petit peu comme ça. En fait, j'ai eu mes premiers articles. Certains magazines pensaient que c'était réel, ils ne savaient pas vraiment, ils ne me posaient pas vraiment la question. Je restais extrêmement flou sur ce qu'étaient réellement ces images que je leur envoyais. Et j'aimais bien d'ailleurs en fait jouer un petit peu sur cette frontière entre le réel et le virtuel. D'ailleurs, c'est ce que je trouve moi super intéressant dans la 3D. C'est ça, vous naviguez entre les deux en fait. Et c'est ça, on en vient à la question de la 3D. La 3D, c'est sur le digital, mais ça permet de prendre forme aussi. Et c'est ce que vous expliquez quand vous lancez votre ligne de mobilier et de vaisselle, vous utilisez tout. Ouais, complètement. C'est ce que je trouve encore une fois intéressant. Je pense qu'il ne faut vraiment pas voir la 3D comme une sorte de finalité en soi, mais plus comme un moyen de production et d'arriver en fait à une production qui est plurielle et multiple. Je pense réellement que c'est à la fois quand on lit l'univers de la 3D, l'univers du réel et qu'on crée une synthèse de tout ça, en fait, qu'on a une proposition qui est beaucoup plus forte. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc la 3D sur le digital, mais aussi on peut produire en 3D.
Ouais, exactement. C'est ça, donc ouais. votre idée, c'est bien ça. Vous me racontiez que pour un appartement bien réel, Ouais. c'est ça, vous avez imaginé des pièces, des objets en 3D Ouais. que vous allez intégrer dans... Ouais, l'appartement. complètement. En fait, encore une fois, c'est cette idée de flou autour de tout ce qui est 3D réel, la façon dont ça a été produit, est-ce que ça a été produit même avec une machine 3D, est-ce que ça devient réel à la fin, est-ce que c'est qu'une image. Tout ça, j'aime jouer avec tous ces médiums-là. Et pour le dernier projet que j'ai livré dernièrement, je crois que c'était il y a quelques mois, il y a plusieurs éléments comme les poignées de porte, comme tous les luminaires qui ont été imprimés en 3D, donc conçus avant aussi en 3D. Tous les rideaux sont des soies en fait, sur lesquels j'ai imprimé une image que j'ai créée avec un système de particules, de flammes, et j'en ai pris juste une caption et ensuite je l'ai fait imprimer sur la soie pour créer les rideaux. Et du coup, en fait, tout ça participe à une espèce de mélange total entre l'univers réel et l'univers de la 3D, mais dans lequel on peut en même temps habiter, ressentir les matériaux, les toucher, les sentir, et ça reste quand même, je pense, super, super important. Oui, effectivement, et du coup, en plus, si vous manque une poignée au dernier moment, hop, vous la faites, c'est direct au consumer, là. Exactement. C'est assez pratique. En 2 heures, c'est prêt. Jean Joliac, vous êtes designer de vêtements en 3D, digital fashion designer, donc justement, on imagine bien que vous concevez en 3D les vêtements, mais c'est un peu plus que ça, parce que à quel moment de la création vous intervenez ? Alors moi j'interviens à plusieurs moments, parfois à la phase initiale, au moment du sketching, donc on va dessiner le vêtement, on va faire des va-et-vient entre le croquis à la main peut-être, et puis les outils digitaux, notamment Clo 3D, qui est vraiment le logiciel phare en ce moment pour faire du vêtement en 3D. Et puis j'interviens avec les marques, notamment des marques de luxe, après la phase de croquis, parfois pour aider à l'industrialisation des vêtements. Donc là, on va vérifier que les patronages matchent le croquis, et puis on va essayer d'éviter de faire trop de samples, trop de prototypes. Et donc ça va nous permettre de visualiser en 3D nos idées, et puis de leur donner vie avec les usines. Donc j'interviens à la fois en phase de croquis, à la fois en industrialisation, mais aussi, par exemple avec Mado, sur des projets de campagne digitale, par exemple. Sur des mannequins virtuels Oui, aussi ? sur des mannequins virtuels également. Ça, c'est je pense que c'est un vrai sujet pour nous, surtout en ce moment où on parle beaucoup d'inclusivité. La 3D, ça va permettre de mettre en valeur tous les corps et de tester les prototypes sur différentes morphologies. On discutait aussi durant ce forum de la mode avec EVK et son robot qui s'adapte à toutes les nouvelles morphologies, et c'est aussi dans le même objectif effectivement que vous travaillez. On a des questions d'étudiants, de lycéens. J'en ai une pour vous parce que je pense qu'elle vous concerne davantage, Jean. Gabriel, 15 ans, qui est en seconde au lycée des Francs-Bourgeois, qui demande du coup, faut-il une formation de modéliste mode pour faire de la conception 3D ou un parcours dans l'animation 3D est-il suffisant ? J'ai envie de dire les deux. Mais Vous qui enseignez à l'IFM, justement. oui, alors je pense que c'est l'une des formations idéales pour ça, hein, faire un parcours mode. Si on souhaite devenir modéliste 3D, enfin designer 3D dans la mode, c'est une bonne idée d'aller à l'Institut français de la mode parce qu'il y a ces enseignements qui sont intégrés, la mode digitale, mais on peut aussi garder un vrai sens esthétique, et on a aussi tous les autres cours, style, modélisme, parce que c'est vraiment un métier qui est à la croisée des chemins, et il faut connaître un peu le modélisme, il faut connaître le stylisme, et puis il faut aussi avoir envie de regarder, de naviguer sur l'ordinateur et de s'amuser avec les logiciels. Anthony, je sais pourquoi vous souriez, parce que quand je vous ai demandé, je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut pour venir travailler chez vous ou pour devenir comme vous m'avez dit ah oui, l'ordinateur, il faut y passer des heures. Du temps et de la patience et l'envie de pouvoir rester plusieurs heures devant l'écran. Ouais, c'est primordial parce que de toute façon, tout ce qu'on produit en 3D émane de l'ordinateur. Donc si on est incapable de rester devant un écran, ça risque d'être effectivement un petit peu compliqué. Après, honnêtement,
Je pense qu'on peut littéralement apprendre en autodidacte. Moi, ça a été quand même mon cas. En école d'architecture, finalement, on ne nous apprend pas tant que ça la 3D. En tout cas, il y a 6 ans, ce n'était pas vraiment le cas. Et du coup, voilà, il faut être curieux, en fait. C'est beaucoup de curiosité. Il faut pouvoir aller chercher les tutos qu'on souhaite et pouvoir prendre du temps pour les réaliser, en fait, de A à Z jusqu'à ensuite pouvoir faire ses propres projets. Et après, il faut oser. Anne Kaminski, chez Meta, j'ai une question pour vous aussi, toujours de Gabriel, qui demande est-ce que justement Meta propose des formations diplômantes sur toute l'évolution? Parce que je sais que vous allez recruter près de 10 000 personnes en Europe pour vous transformer justement, pour cette transformation en Meta. Alors, est-ce que vous formez? Des formations diplômantes surtout. Alors c'est une bonne question. Oui, justement. Alors déjà par rapport à ce que tu disais sur la curiosité, c'est vrai qu'on met à disposition via une plateforme qui est Spark AR, qui est la plateforme majoritairement pour Instagram pour créer tout ce qui est filtre. Donc il y a énormément de tutoriels qui sont mis à disposition en ligne. Donc voilà, donc ça pour apprendre. Et après, il y a des formations justement avec des certifications, donc avec plusieurs niveaux, où à la fin vous avez un examen, tout est en ligne. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du self-serve. Les personnes peuvent le faire quand elles le veulent. Et à la fin, il y a un examen d'1 heure et demie où on teste plein d'éléments et qui donne une certification Spark AR qui montre que vous êtes apte justement avec tous les différents éléments. Donc effectivement, on peut avoir un diplôme Meta. Mado, finalement, ce que vous observez, c'est est-ce que ce sont vraiment des nouveaux métiers dont vous avez besoin aujourd'hui, ou est-ce que ce sont des métiers un petit peu différents, existants, mais comme disait peut-être Jean, avec un peu plus de création, créativité? Je pense qu'il y a, nous on a utilisé des anciens métiers, anciens c'est... On a un studio de VFX avec vraiment une pipeline de 3D, donc avec différents rôles, des animateurs, des simulateurs. Donc des métiers de post-production ou de l'univers du gaming, par exemple. Exactement. Avec, il y a aussi une partie de codeurs, de personnes qui sont capables de penser comme un jeu d'ordinateur pour tout ce qui est déplacement, user interface. Et ensuite, il y a vraiment de la prod, avec des chefs de projet, des post-producteurs, des superviseurs, des directeurs, des commerciaux qui vont chercher des projets. Et je pense que les nouveaux métiers sont vraiment des personnes comme Anthony, comme Jean, qui ont réussi à passer d'une passerelle physique au virtuel. Et je pense que d'avoir des bases physiques sont quand même hyper importantes pour donner un aspect réaliste au virtuel, même si, comme tu as dit, on ne cherche pas à remplacer le réel du tout, on cherche à l'augmenter et créer des nouvelles expériences. Mais après, il y a des... Non, je pense que c'est une capacité de pouvoir penser en 3 dimensions, en fait. Ouais. Tu vois, c'est de passer d'un truc plat à quelque chose avec de la profondeur. C'est très vulgairement dit, mais c'est un peu ça. Et comment associer les différents pôles dans ces constructions-là. Et voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des métiers, on parlait de mannequin virtuel tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui risquent de disparaître? Je pense à mannequin, à photographe. Je ne pense pas qu'ils vont disparaître. Comme aujourd'hui le cinéma n'a pas fait disparaître le théâtre, comme Instagram n'a pas fait disparaître les book photos. Non, mais il y a toujours, il y a toujours des personnes qui aiment garder, des anciens outils. Et je pense que tout outil a quelque chose à apporter. Et on doit pouvoir connaître, ses capacités, ses skills pour pouvoir créer des nouvelles choses sans oublier ce qui a déjà été fait. Sinon, après, on répète simplement. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de nouvelles plateformes qui sont des plateformes hybrides de tous ces milieux-là qui viennent se construire. C'est de nouveaux outils, mais pas forcément de nouveaux métiers. C'est ça, Jean? Oui, je pense qu'il y a certains métiers qu'on voit revenir aussi en Europe grâce à ces nouvelles technologies. Dans la mode, on voit que les modélistes ont plus de responsabilités sur les gradations, aussi sur la constitution des patrons. C'est des choses, durant les 20 dernières années, qu'on a eu tendance à les externaliser, à les emmener en Asie, et maintenant on rapatrie aussi le savoir-faire, donc je pense qu'il y a vraiment du positif là-dedans. Et puis je pense que ça permet, en tout cas
dans mon domaine, ça permet aux stylistes de mieux comprendre le modéliste parce qu'on a accès aux mêmes données et on les regarde ensemble pour développer des modèles en 3D. Vous deux qui êtes indépendants, j'imagine que ce n'est pas toujours facile, comme tout indépendant, même si vous avez eu plusieurs collaborations, vous avez travaillé pour des marques aussi. Jean, quel conseil donneriez-vous justement pour se faire une place comme ça dans ces nouveaux métiers? Alors je dirais que dans la 3D fashion, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On n'a pas beaucoup de difficultés à trouver du travail. C'est un peu... il suffit peut-être de créer un petit compte sur Behance, par exemple, qui appartient à Adobe, de montrer son travail et puis très vite de nous contacter. Je pense qu'on est des bons, des bons influenceurs. Des bons relais voilà, pour trouver du oui, parce travail. que ce sont des compétences qui sont assez peu internalisées pour l'instant. Alors, il y a un peu des deux en ce moment. Ouais. Il y a de plus en plus d'internalisation, mais de toute façon, on sait qu'il y a beaucoup de jobs qui vont sortir dans ce domaine-là. C'est assez prometteur. On n'a pas de mal à trouver de travail en ce moment. Anthony, vous êtes d'accord avec ça? Oh, complètement. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste produire ce qu'on a un peu en tête, tenter de réaliser un peu en 3D les rêves qu'on a les plus fous et les montrer. En fait, c'est vraiment une stratégie un peu de visibilité finalement, mais ça n'a pas énormément changé par rapport à Parce avant. que ce que vous dites, vous, c'est que finalement, comme ce qu'explique Meta, finalement, c'est que pour vous, la 3D, ça va devenir incontournable. Oui, je pense que ça va devenir incontournable. Après, il faut aussi savoir le structurer peut-être, parce qu'aujourd'hui ça part un peu dans tous les sens. On utilise des mots comme des mots magiques un peu qui pourraient définir absolument tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut juste faire un petit peu attention à ça. Mais oui, ça paraît évident. Aujourd'hui c'est incontournable. Mais encore une fois, même la façon dont moi je l'ai utilisé la 3D, c'était pour réaliser des choses concrètes à la base ou pour pouvoir accéder à la commande. Et rien que pour ça, de toute façon, elle est incontournable, parce qu'aujourd'hui, pour vendre un projet à un client, enfin en tout cas moi en architecture et en design, je suis obligé de montrer une image de ce que ça va être, parce que malheureusement les plans sont beaucoup moins bien compris qu'une image photoréaliste, comme si c'était le résultat final. Et alors du coup, vous parliez de termes, et ça va dans tous les sens, etc. On n'a même pas abordé le terme NFT, ça c'est encore une autre histoire, mais ça fait partie de tout cet univers-là aussi. Allez, on fera un autre rendez-vous là-dessus, parce qu'on ne peut pas régler ça en 2 minutes, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est un vrai sujet, mais en tout cas, ce qui m'avait fait sourire quand on avait préparé ensemble, Anthony, c'est que vous disiez, mais demain, on imprimera sa chaise chez soi. Ouais, clairement. Comme on regardera le mobilier national, qui nous a gentiment prêté ce mobilier. On regardera, on aura eu l'autorisation justement, peut-être par NFT, d'acheter, puis on imprimera. C'est déjà le cas. Hein. Ce qui nous empêche aujourd'hui vraiment de le faire chez soi, c'est juste la contrainte des dimensionnements d'imprimante 3D. Mais j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai imprimé mes lampes parce que ça passait par rapport au dimensionnement. J'imprime mes poignées de porte et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est déjà dans notre salon en fait, littéralement. Si on a besoin d'une fourchette de main parce qu'on a cassé le manche, on peut la réimprimer. Voilà. Et si on imprimait les vêtements, on aurait la juste production. Voilà, si on pousse jusqu'au bout l'idée de tout ça, on n'en est pas encore là, mais en tout cas vous travaillez beaucoup à tout ceci, tous ensemble. Merci infiniment d'être venu nous raconter, partager vos savoir-faire. Anne Kaminski, Global Client Partner Luxury chez Meta, merci beaucoup à vous. On va suivre parce que il y a plein de choses que vous ne pouvez pas nous dire qui vont sortir demain dans la presse, parce que c'est toujours plein de secrets, mais on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à vous. Anthony Autier, on ira voir donc vos réalisations sur Ziva Studio. Merci beaucoup. Mado Scott aussi, on vous suit chez Acide. Ouais. Voilà. Et Jean Joliac, Enel, on vous retrouve aussi avec votre nom, j'imagine, pour retrouver vos réalisations. Merci beaucoup à tous les 4.